va donc conclure ces 2 jours en regardant un peu vers l'avenir, vers ce qui nous attend, ce qui attend les plus jeunes et pas que d'ailleurs, en parlant du futur de l'éducation sexuelle. Et pour en discuter aujourd'hui, j'accueille 3 invités assez incroyables. On a Diane Saint-Réquier, on a Elvire Duvel-Charles et puis on a Caroline Réby. J'aimerais bien vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Voilà, chacune votre tour. Alors bonjour, donc moi je suis Caroline Réby, je suis coprésidente du planning familial, donc association féministe et éducation populaire. Je ne sais pas s'il faut que j'explique davantage, mais on verra tout à l'heure. Et je suis aussi par ailleurs formatrice pour l'éducation nationale, sur l'éducation à la sexualité et sur Paris, conseillère conjugale. Et donc voilà, j'ai des permanences à Paris. Voilà. Bonjour, moi je suis Elvire Duvel-Charles, je suis journaliste et réalisatrice. J'ai cofondé Clit Révolution, qui est à la fois un compte Instagram, à la fois une série documentaire sur France TV / et maintenant aussi un manuel d'activisme paru aux éditions des femmes. Et Clit Révolution, c'est un espace dans lequel on échange autour de sexualité, de féminisme et d'activisme. Donc, du coup, moi, je suis Diane Saint-Réquier, fondatrice de Sexy Souci, qui recouvre plein de choses différentes maintenant. À l'origine, c'était un site où je répondais aux questions des gens sur la vie affective et sexuelle. Et maintenant, c'est aussi des formats vidéo, également avec France TV / et également une asso où on intervient principalement en milieu festif, mais aussi un peu en milieu scolaire, soit sous forme de stand, soit sous forme d'atelier. Et on fait aussi la formation professionnelle pour les professionnels de l'éducation à la vie affective et sexuelle qui souhaitent actualiser ou préciser leurs connaissances. Merci beaucoup. Alors, ça va peut-être être un peu complètement hors sol, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de sexualité que ces dernières années. On en parle sur beaucoup de supports, dans la presse, sur les réseaux sociaux, à travers des podcasts, à travers des programmes de télé. Alors, pas forcément sur les grosses chaînes, on en parlera après. Caroline Réby, j'aimerais commencer par vous. Est-ce que c'est une illusion de se dire que les jeunes, le public jeune, est beaucoup plus sensibilisé aujourd'hui aux questions qui touchent à la sexualité et est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés aux questions autour du consentement ? Ils sont plus sensibilisés aujourd'hui, ça c'est un fait, mais pas par l'éducation nationale. Ça c'est aussi une réalité. On va en parler. C'est-à-dire qu'il y a maintenant différentes sources pour s'informer, pour se documenter sur l'éducation à la sexualité. On va dire les sources officielles, non officielles, Instagram et tous les réseaux sociaux. Il y a aussi la pornographie, qui est aussi une source d'information, quoi qu'on en dise, ça reste une source d'information. Mais dans l'éducation nationale, si on se cadre à ce que la loi permet aujourd'hui en France, basée sur la dernière loi de 2018, non, c'est pas appliqué et c'est pas par ce biais-là, par cette source-là qu'on a toutes les informations. Alors, vous avez commencé à répondre à ma prochaine question. Je m'adresse du coup à toutes les 3. On a parlé d'Instagram, des réseaux sociaux. Quelle forme prend aujourd'hui cette sensibilisation ? Si ça ne passe pas par l'éducation nationale, aujourd'hui, ça passe par quoi ? Je pense que ça passe partout. C'est-à-dire, c'est une vague là d'intérêt et de personnes qui produisent du contenu, donc que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur, une des séries les plus populaires de Netflix aujourd'hui, c'est Sex Education. J'ai l'impression que ça passe aussi par le podcast. Moi, je fais partie d'une équipe de chroniqueuses d'un podcast qui s'appelle Hotline, qui est une radio libre dans laquelle on parle de sexe et on répond aux questions qui sont laissées sur la messagerie vocale. Je pense qu'en fait, ça passe par tous les supports. La question... Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est de comprendre, et je n'ai pas du tout la réponse, donc en fait, je pose juste une question,
qu'est-ce qui fait que cette parole, elle a été d'un coup enfouie, puisqu'en fait, dans les années 70, il y avait déjà des conversations sur la sexualité, sur le clitoris, sur le fait que justement la révolution sexuelle n'avait pas été une révolution sexuelle, parce qu'en fait, elle était aussi une injonction à faire l'amour, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de me dire, est-ce qu'on est là dans une vague où on parle beaucoup de ces sujets, de sexualité, etc. Et est-ce qu'on va, je sais pas, dans quelques années, réenfouir tout ça et refaire la même chose qu'avant. Enfin, moi, c'est plus ça qui me questionne, parce que j'ai l'impression que les supports par lesquels ces éducations, enfin, ces informations autour de l'éducation sexuelle ils sont hyper variés. Et puis, ils sont aussi, et ça, c'est ça que j'aime bien, ils ont aussi des tons très différents. Donc, par exemple, Diane, dans Sexy Souci, elle peut être hyper technique, hyper spécifique. Il va y avoir des comptes qui sont beaucoup plus, je sais pas, je pense à Vulva Galerie, qui vont juste montrer à quoi peuvent ressembler des vulves. Il va y avoir et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette pluralité des tons et des manières d'aborder la question, parce qu'en fait, c'est pas juste l'un ou l'autre, et c'est important d'envisager la sexualité comme un tout, aussi un fait social, un fait politique, etc. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est la multiplicité des interlocuteurs, interlocutrices, des supports qui me rend plutôt optimiste avec précaution, parce qu'il y a aussi des pick-up artistes sur Internet, donc bon, voilà, c'est un outil et on en fait bien ce qu'on veut. Mais je pense que plus les personnes, et d'ailleurs pas que les jeunes, parce qu'on parle d'éducation sexuelle, peut-être parce qu'il y a le thème éducation, alors du coup ça fait un peu infantilisant, mais en fait ça concerne tout le monde, surtout quand on élargit à la question de la vie affective et sexuelle, des questions sur les relations, la sexualité, on en a potentiellement toute sa vie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Juste avant, j'ai perdu mon fil. La pluralité. La pluralité, c'est vraiment la clé. Et je pense que autant, je rejoins totalement Caroline par rapport au fait que on ne peut que constater et déplorer que la loi, même 2001, si on veut remonter plus loin, n'est toujours pas appliquée, qu'on n'a toujours pas du tout les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par année scolaire depuis la primaire. Ça, c'est une loi qui existe déjà, mais qui n'est pas appliquée. Mais je pense qu'effectivement, l'école aurait vocation à peut-être prendre plus de place ou la prendre mieux. Pas forcément des personnes de l'éducation nationale, mais peut-être des intervenants dans l'éducation nationale. Mais je pense que c'est vraiment en multipliant les endroits où il peut y avoir des espaces de dialogue, de discussion sur ces sujets-là, qu'on a le plus de chances de toucher un maximum de personnes, parce que certaines personnes... ce ne sera pas du tout confortable pour elles de débattre pendant qu'elles sont avec leur père dans le cadre scolaire. Et d'autres, elles n'auront jamais l'idée d'aller voir une association. Et d'autres, c'est compliqué pour avoir un accès à Internet, parce que tous les jeunes n'ont pas encore un smartphone. Il y a des gens qui sont pauvres. Et donc, du coup, plus on multiplie, plus on a de chances de pouvoir toucher de personnes. Voilà. Eh ben justement, donc l'éducation nationale, on va en parler assez longuement dans quelques minutes. J'aimerais bien me concentrer un petit peu sur vous, vos moyens d'expression, on va dire, et de véhiculer cet apprentissage sexuel, cet apprentissage au consentement. D'abord via les réseaux sociaux. Diane, tu as soulevé un point qui est important, ça permet un dialogue plus direct. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez toutes les deux ? Et puis comment on fait en fait de l'éducation sexuelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Ça marche, oui. Du coup, oui, clairement, il y a un échange qui peut être facilité par l'anonymat ou le pseudonymat, et qui du coup permet de poser des questions très intimes, très gênantes, et des fois avec des forts enjeux affectifs ou identitaires, par exemple. Et je pense que ça aplanit un peu, encore une fois, avec des pincettes, parce que moi, je suis quand même en position d'adulte, de plus ou moins de sachante, etc. Donc, il y a quand même ce rapport-là. Mais les gens qui m'envoient des questions me tutoient, et on se parle comme si on se parlait entre pairs, ou quasiment, quoi. Et ça, je pense que c'est une des grosses différences. Et puis, il peut y avoir des échanges individuels, ce qui n'est pas forcément possible. Par exemple, quand on anime un groupe en scolaire, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare qu'on ait la possibilité d'avoir une aparté sur un sujet particulier avec un élève.
Donc ça permet, je trouve que ça permet vraiment ça. Et puis directement d'envoyer des liens vers d'autres sources, d'autres témoignages, etc. Ça va vite, quoi. C'est juste que ça va beaucoup plus. Je pense qu'il y avait déjà ça avant, des groupes de parole et des élans de solidarité et tout ça. Mais bon, c'était beaucoup plus éparse, beaucoup plus compliqué de connecter avec quelqu'un à l'autre bout de la France ou du monde. Et donc ça a facilité ça grandement, je pense. Il y a un partage aussi d'expériences dont vous m'avez parlé toutes les deux au téléphone. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas toute seule face à un problème ou à une question. Oui, moi, contrairement à Sexy Souci, je ne suis pas du tout experte de la sexualité. Donc nous, sur Clit Révolution, ce qu'on fait, ça va plus être justement du partage de témoignages et un peu ce truc-là de poser des questions, d'avoir des réponses, de les faire écho les unes avec les autres. Et donc c'est plus en fait dans les dynamiques qu'on pouvait avoir dans les années 70 de self-help, c'est-à-dire vraiment de juste essayer d'apprendre et de comprendre nos corps et nos sexualités ensemble. Donc nous c'est plus ça le travail qu'on fait, c'est plus vraiment un travail de collecte, ce qui prête souvent à confusion parce qu'en effet dans les DM souvent on reçoit aussi beaucoup de questions hyper techniques, etc. Ce à quoi je suis obligée de répondre à chaque fois, en fait je suis pas sexologue, je suis pas gynéco et je suis pas formée pour te répondre, mais par contre t'as telle et telle et telle ressource mais c'est intéressant parce qu'en fait, la plupart du temps, les questions, c'est un peu des questions de est-ce que je suis normale ? C'est-à-dire, j'aime ça, ou j'aime pas ça. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je suis la seule personne à vivre ça ? Et en fait, souvent, c'est marrant parce que c'est des choses très simples qui semblent être parfois même des problèmes existentiels. C'est-à-dire, en fait, d'avoir l'impression d'être, par exemple, il y en a une qui m'a dit, moi, j'ai des orgasmes seulement en croisant mes jambes et en serrant très fort mes jambes. Est-ce que c'est normal ? Et en fait, c'était vraiment quelque chose qui la faisait se sentir mal par rapport à son groupe d'amis. Et en fait, en partageant son témoignage et en récoltant notre témoignage, ça l'a fait se rendre compte que il n'y a absolument rien d'anormal à avoir cette manière-là d'avoir des orgasmes. Et c'est pas un moins bon ou un meilleur orgasme, c'est juste genre ta manière, toi, d'avoir des orgasmes, c'est OK. Vous parlez de DM, donc de messages privés. Oui, je traduis encore, oui. Non, mais pas de problème. Vous avez un engagement qui est personnel, qui est psychologique et qui est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas rémunéré en fait votre engagement comme ça en faveur de l'éducation sexuelle, de l'éducation au consentement. Quels sont les enjeux pour vous de mener parce que pour moi c'est un combat de mener ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous coûte ? Est-ce que ça vous apporte plus que ça vous coûte ? Je suis pas sûre de savoir répondre à cette question. À l'époque, Clit Révolution, en fait, le compte Instagram est né parce que le projet de série était déjà lancé. Et qu'à l'époque, toutes les chaînes nous disaient que notre sujet était trop pointu. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était parler d'intime et de politique et du lien entre la sexualité et le féminisme, et enfin tous ces enjeux-là. Et en fait, toutes les chaînes nous fermaient les portes les unes après les autres. Et à la base, le compte de Clit Révolution, il est né vraiment comme un... Enfin, pour moi, c'était un peu mon plan B. J'avais dit à Sarah, écoute, on essaye les dernières portes auxquelles on n'a pas encore toqué, mais on prépare un compte Instagram. Comme ça, au pire, on fait du crowdfunding et on fait ça en ce qu'on appelle le guérilla, c'est-à-dire on va filmer à l'iPhone. Enfin, en fait, on va essayer de faire avec les moyens du bord et on ne sera pas financé, mais c'est pas grave. Il faut savoir que Sarah et moi, qui avons créé Clit Révolution, à la base, on s'est rencontrés chez Femen, donc on a commencé par là, en fait, par être activiste. Après, on a été aussi, elle était par ailleurs journaliste, moi j'étais réalisatrice. Mais en fait, le fait de créer un compte Instagram, c'était pas du tout une stratégie. J'avais pas compris que le support principal de ces messages-là et de ces réflexions-là serait Instagram. Nous, à la base, c'était la série documentaire. Et il se trouve qu'en fait, le compte Instagram est beaucoup plus suivi régulièrement que la série documentaire n'a été vue. Donc, en fait, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, suivent Clit Révolution, qui ne savent pas que c'est une série sur France TV / Allez la voir, s'il vous plaît. On a passé beaucoup de temps dessus. On va la regarder un petit peu, là, juste après. Et du coup, en fait, moi, ça a été un véritable déclic en termes militants, parce qu'en fait, c'était une période où
Instagram, ça s'utilisait très peu quand même. Enfin, c'était vraiment à la base des comptes perso sur lesquels on mettait ses assiettes et ses pieds quand on était à la plage. Et du coup, en fait, ça a fait un énorme déclic en moi. Je me suis dit, mais en fait, cet outil est génial. Et donc, pendant très longtemps, ça m'a apporté plus que ça ne m'a coûté. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire qu'avec la censure, les violences en ligne, les algorithmes qui te rendent fou et qui te montrent plus, etc., ça me coûte plus que ça me coûte. Plus que ça ne m'apporte. Ça peut continuer l'éducation sexuelle via Instagram, ou alors est-ce qu'il faut que ça évolue? Sur Instagram, c'est-à-dire non rémunéré et fait par des femmes comme d'habitude et comme tout le care. Donc ça c'est un problème. Qui peuvent être silencieux aussi parce qu'on en a. Ouais, effectivement, tu l'as évoqué, mais il y a des comptes qui sont par le harcèlement. Alors moi, j'ai un compte un petit peu bizarre. Je diffuse pas moi-même mes propres contenus parce que c'est France Télé / et donc du coup, il est aussi à une échelle beaucoup plus petite. Donc du coup, je pense que par effet statistique, il y a moins de problèmes, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est un outil génial, et justement sur cette question de ça, c'est un truc qui revient beaucoup chez les personnes jeunes, peut-être un peu moins par la suite, mais je pense que c'est un peu la condition humaine aussi d'avoir l'impression d'être bizarre et d'être seul à ressentir tel truc et tout. Et il y a vraiment plein d'outils, notamment dans les stories sur Instagram, qui permettent de mettre en lien. Il y a un compte qui fait ça, je sais plus si c'est Macha s'explique ou Orgasme et moi, et qui propose en fait régulièrement à des personnes qui ont un complexe ou une interrogation, soit sur une partie de leur anatomie ou soit sur des envies ou des préférences. Donc il lui envoie en message privé, et elle anonymise et elle renvoie le truc à sa communauté, genre en mode est-ce que vous avez ça aussi, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé et tout. Et avec juste un module, tu cliques oui, non. Et rien que ça, en fait, je trouve ça un outil hyper... j'allais dire simple, mais en fait, il fallait y penser à l'utiliser de cette manière, mais c'est d'une efficacité radicale. En fait, on voit très bien que personne n'est... Enfin, on est vraiment très, très rarement seul dans une situation affective ou sexuelle. Ça arrive probablement à l'heure où on parle à d'autres personnes. Et du coup, ça rassure beaucoup quand même. Je veux juste rajouter, parce que tu demandais est-ce que ça peut continuer, tu disais c'est gratuit, c'est les femmes qui le font, etc. Je veux juste ajouter quelque chose, parce que c'est un peu mon obsession du moment, qu'en fait, du coup, il faut comprendre aussi que ces comptes-là, dès qu'ils sont un peu gros et qui demandent énormément de temps, ce qui se passe, c'est qu'ils sont financés, la manière dont on se rémunère, c'est en faisant des partenariats rémunérés, avec donc des marques de sextoy. Et que pour remplir son frigo chaque mois, il faut donc en faire chaque mois. Et que en fait, ça crée quelque chose qui est très déplorable, à savoir une injonction et un sentiment qu'il faut avoir des sextoys pour avoir une sexualité épanouie, ce qui est normal, puisque d'un coup, tous les comptes sexos qu'on a suivis depuis 3 ans postent des trucs pour montrer qu'il y a le Satisfyer 3 qui vient de sortir. Et je le dis parce qu'en fait, je pense qu'on arrive à un moment de bascule où il va falloir comprendre aussi ce système-là et comprendre qu'en fait, il va falloir trouver des alternatives. Et certaines de ces alternatives, elles consistent à aller financer les créateurs et les créatrices de contenu qui ont des Tipeee, des Patreons, des machins, et du coup leur permettre une indépendance financière, ou acheter leurs livres, les faire venir, je sais pas, les faire travailler quand on est CPE, faire une formation, etc. Mais en fait, je pense que c'est hyper important de comprendre ce truc-là, que en fait, le contenu est gratuit à partir du moment où il se professionnalise, et vous n'imaginez pas le temps que ça met de faire un IGTV de 5 minutes, le temps que ça met en fait de recherche, de montage, de tournage, etc. Et il y a un vrai besoin de ça. Là, je pense que on rigolait tout à l'heure en disant France TV / c'est les seuls qui font le taf. C'est vrai qu'en fait, nous, on a cette chance-là aussi d'avoir ce contrat-là, mais en fait, on a besoin de plus de chaînes qui achètent ces contenus. Enfin, il y a un vrai truc on ne peut pas continuer à faire ça gratuitement. Donc, je le dis, quand vous avez des créateurs de contenu que vous aimez, trouvez le moyen de les financer, c'est hyper important. Parce que sinon, en fait, on fonce droit dans le mur et on finit avec des jeux concours pour des machines Moulinex. Enfin, vraiment, c'est ça qui est en train de se passer, et je trouve que c'est hyper grave pour la liberté de ton du travail qu'on fait. Tu veux rajouter quelque chose, Diane? Ok. Alors du coup, on va passer justement à France TV / et puis ensuite on va arriver sur
le vif du sujet, qui est l'éducation nationale. France TV Slash, du coup, c'est l'antenne de France Télé qui est en pointe sur l'éducation sexuelle. On va regarder d'ailleurs ce que vous faites toutes les deux, Diane et Elvire. On va commencer par Diane, avec Sexy Souci sur le consentement. Très à propos. Tu me dis quand j'arrête ? Ouais, je lance. Pour certaines personnes, placer le consentement au cœur de la sexualité, c'est pas du tout évident et ça casse même un peu l'ambiance, c'est pas sexy quoi. Alors d'abord, sexy ou pas, le consentement, on l'a vu, c'est la base dans les relations intimes. Sauf qu'en pratique, c'est pas toujours si facile. Pour demander le consentement de ton ou ta partenaire, tu peux par exemple lui dire « ça m'exciterait que tu me fasses ça ou ça ». L'idée, c'est d'être attentif, attentive à ses réactions. Le corps parle lui aussi, il faut savoir décrypter les gestes et les attitudes. Ça fait partie de l'apprentissage sexuel. Par exemple, s'il ou elle se rapproche de toi, te serre, hoche la tête ou te regarde avec un grand sourire, a priori, c'est plutôt oui. Si elle ne dit rien, fait une drôle de tête ou s'éloigne, par contre, on part plutôt sur un non. Évidemment, en cas d'hésitation ou de doute, demande-lui si tu peux faire ça ou ça, si elle a envie de te faire ça ou ça, si ça lui plaît, si elle a envie de continuer ou pas. Savoir bien recevoir un non, ou un bof, ou un la prochaine fois, qui sont d'autres façons de dire non, je crois que c'est le plus important et le plus délicat. Donc, c'était un extrait de Sexy Souci, fait par Diane Saint-Réquier. Et puis là, on va embrayer, sur un épisode de Clit Révolution, donc fait par Elvire et Sarah. Excuse-moi. Do you know what is this? No. No. What it is or what it represents? Ça, c'est quoi? Hé, Louis, tu connais ça? An animal? Je connais pas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je connais pas ça. C'est quoi? C'est un avion, non? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est dans le bon sens, ouais? C'est un organe que la moitié de l'humanité a. Vas-y, dis, c'est quoi? C'est dans le corps humain. Comment? Non. C'est russe? Non, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Un clitoris? Oui! Le vagin? C'est autour. C'est un clitoris entier. Et bah ça ressemble à ça en vrai. Oui, il ressemble à ça, mais quand tu enlevais ça, oui. Quand tu enlevais le de ça, oui. Ah non, on n'enlève rien du tout, mais ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Ah, c'est bien. C'est la taille réelle. It's the real size. Yes. What, this whole thing? Yes. Yeah. Okay, explain again. La première fois que j'ai su à quoi ressemble un clitoris, c'était, je pense, il y a 4 ans, en regardant une vidéo de Odile Buisson. Quand j'ai vu à quoi ça ressemblait vraiment un clitoris, je me suis demandé si c'était pas un article du Gorafi. C'est là que j'ai compris pour la première fois qu'est-ce qui faisait qu'une position me faisait plus de bien qu'une autre. J'ai grandi avec l'idée que c'était un petit point. Dans les magazines, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait un orgasme clitoridien. Je vous tease, comme ça vous irez voir tout l'épisode. Bah ouais, on aimerait bien voir tout ça. Hein. Mais il y a encore pas mal de choses à discuter quand même. Caroline, est-ce que, avec le planning familial, tu utilises ce genre de sources pour parler un peu d'éducation sexuelle? Qu'est-ce que ça permet, tout ça? Oui, on utilise tout plein de vidéos, des petits films, mais souvent la parole suffit en fait, quand on a la possibilité d'avoir des élèves en face de nous. Le fait d'avoir par exemple, ils regardent déjà énormément de choses, donc c'est aussi la possibilité de laisser à des élèves dans un groupe, c'est beaucoup plus difficile, la possibilité de parler anonymement, d'écrire des petits messages. Ils ont le droit de nous glisser des choses anonymes. Ça marche plutôt bien. Les petites vidéos, ils nous racontent des choses qu'ils ont vues. Des fois, ils n'osent pas parce que ça veut dire que si tu as regardé, c'est que tu penses à le faire ou que tu l'as déjà fait. Donc, des fois, on n'ose pas aussi dire ce qu'on a vu. Donc, on a certains outils qui permettent d'anonymiser en fait tout ça. Mais effectivement, tous ces outils, le clitoris, c'est des choses qu'on sert énormément. Des vulves aussi. Pour montrer qu'il y a une diversité de vulves et de pouvoir aussi les toucher. Alors certains et certaines se les font passer presque en jetant comme si c'était sale, alors que c'est en plastique et donc même quand on fait passer n'importe quel outil, l'idée vraiment c'est de manipuler et de faire que le dialogue se fasse en fait dans un groupe. L'intérêt des réseaux sociaux aussi, parce que nous on a aussi beaucoup de messages privés en fait qui nous demandent des fois, c'est difficile de venir pousser une porte, en fait, que ce soit chez n'importe qui, au planning ou chez le médecin ou n'importe qui. Et du coup, l'intérêt des réseaux, c'est l'anonymisation.
Mais l'intérêt aussi du collectif, c'est de montrer que ce n'est pas un sujet tabou, qu'on peut en parler dans sa classe et que peut-être celui qui est au fond de la classe, s'il n'en parle pas, c'est que peut-être qu'il se pose aussi les mêmes questions ou qu'elle se pose les mêmes questions. Donc voilà, toutes des formes d'outils, je pense, tout est bon à prendre parce qu'il n'y aura jamais assez d'outils et puis tous les outils, un outil là ne va pas convenir à telle personne ou vice-versa. Enfin voilà, la pluralité d'outils, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'on peut en parler et surtout qu'on peut en parler, qu'on soit cis, trans, qu'on soit homme ou femme et entre nous. C'est pas juste une histoire, on en parle entre filles ou une histoire, on en parle entre garçons parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais l'éducation nationale a tendance à nous dire intervenez, mais d'un côté les filles et d'un côté les garçons. Bon, c'est un peu réducteur en matière de sexualité. Ça veut dire que déjà on se met dans la tête que toutes les filles qui sont dans cette classe-là vont parler des garçons qui sont dans l'autre salle, alors qu'on peut avoir n'importe quelle identité sexuelle ou orientation sexuelle, et on peut aussi préférer discuter avec des garçons et des filles, enfin vice-versa. Donc voilà, il faut vraiment... en présentiel, avoir cette conscience que le collectif, c'est aussi important. Voilà, et ça permet de se rendre compte que dans la vraie vie, et pas que sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est aussi pas la vraie vie, notamment en cas de harcèlement ou de violence sexuelle. Et voilà, c'est ça qui est important. Oui, tu veux embrayer ? Alors, je suis désolée, un petit point de désaccord en ce qui me concerne sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Je pense qu'on le voit bien justement dans les cas d'agression, de harcèlement, etc. Ça fait partie de la vraie vie. Hein. Et vu le temps qu'on passe sur nos écrans, l'investissement qu'il peut y avoir en plus... Je ne vais pas me lancer dans la sociologie sauvage de l'utilisation des médias. Par contre, moi, quand je suis née, il n'y avait pas Internet, car je suis extrêmement ancienne. Je n'avais pas du tout, en étant adolescente, le même rapport avec cette projection de moi, l'image que je donne à voir et tout ce que ça implique. Et pour moi, c'est important de le voir comme faisant partie de la vraie vie aussi, parce qu'en fait, même si c'est anonymisé, même si c'est machin, c'est des vraies personnes qui tapent sur leur clavier, qui reçoivent les messages, qui les envoient, etc. quoi. J'ai une dernière question, parce qu'on parle quand même du futur, de l'éducation sexuelle. Évidemment que ça va passer par des plateformes comme France TV / ou Netflix, avec notamment Sex Education, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu 13 Reasons Why aussi. Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça permet de diffuser ces messages-là sur France TV / alors même si c'est / ça reste France TV, ou sur des plateformes aussi connues et mondiales que Netflix ? Alors, je pense que nous, notre travail, c'est pas la même chose que... Enfin, il y a deux choses. Il y a d'une part avoir les outils comme Sexy sous cycle, les révolutions, etc., qui permettent tout simplement un questionnement, qui permettent de dire aussi que c'est OK d'en parler, que c'est normal, parce que ça, c'est une chaîne publique, donc France TV, c'est des gens bien, donc s'ils mettent ça, c'est que ça doit être OK de montrer ça à mes enfants. Et par contre, pour tout ce qui est Sex Education, je pense à Scam, je pense à, Euphoria, etc., ce que ça permet, c'est aussi de recréer des imaginaires du consentement. En fait, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, on a baigné dans la culture du viol. Moi, j'ai grandi avec des modèles dans lesquels c'est trop beau parce qu'il y a Soli, et il plaque Dr. Queen contre le mur et c'est trop la classe, etc. Et c'est trop sexy. Et donc, en fait, j'ai grandi avec un imaginaire où mon érotisme s'est forgé dans une culture du viol dans laquelle on ne demande pas le consentement. Et ce que permettent ces séries et le fait qu'elles soient sur des grosses plateformes comme Netflix, etc., et qu'elles soient très regardées, c'est aussi des modèles de juste comment on fait. Je sais pas, moi je me souviens, ça me hantait de savoir comment on fait pour sortir avec un garçon. Tu lui disais, est-ce que je vais sortir avec toi et qu'est-ce qui se passe après. En fait, tout ça, on a besoin de modèles, et donc les modèles de... comment est-ce qu'on a des relations consenties, on a besoin aussi d'avoir des exemples de comment on fait pour demander un consentement et que ça casse pas l'ambiance. En fait, on a besoin de le voir pour se rendre compte à quel point ça peut être romantique, ça peut être sexy, ça peut être beau, ça peut être... et je pense que c'est en ça qu'il y a un vrai rôle des acteurs de la culture sur ces questions-là. Après, je pense que ce qui manque, c'est... on en a parlé un petit peu dans les jours passés, mais c'est des regards non dominants, quoi. Ça veut dire, pas seulement dans les acteurs et les actrices, mais chez les scénaristes, chez les réalisateurs, réalisatrices, parce qu'en fait, ça change les choses et qu'on a... je veux dire, ça fait
des centaines d'années qu'on bouffe du regard d'homme blanc, mâle, cis hétérosexuel, c'est intéressant de voir un petit peu autre chose. Et je pense que c'est d'autant plus important que nous, on fait de l'éducation au consentement. Alors voilà, comment on peut repérer le consentement, comment on peut demander le consentement, etc. Mais on a besoin aussi d'un vrai changement de paradigme pour qu'en fait, au-delà de dire oui, dire non, bien comprendre, effacer les malentendus, au-delà de ça, le nœud du problème, ça reste quand même qu'il y a des personnes qui comprennent tout à fait que c'est non et qui s'en fichent. Et donc ça, ça c'est la domination masculine, quoi, entre autres. Mais il y a d'autres. Mais donc du coup, détricoter ça va prendre du travail encore. Voilà. Mais je vous recommande du coup le livre d'Iris Bray et de Myrion Mal qui est juste là, sous nos yeux, qui est un exemple de livre qui nous parle du fameux male gaze et donc du female gaze. Regard masculin, regard féminin. On va passer à l'éducation nationale. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi de 2001. Depuis 20 ans tout pile, l'éducation à la sexualité, l'éducation affective et sexuelle doit être dispensée en milieu scolaire au moins 3 fois par an. Clairement, alors en 2016, ce n'était pas le cas, d'après une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 3 chiffres, parce que j'aime bien les chiffres. 25% des écoles élémentaires, 11% des lycées et 4% des collèges déclaraient n'avoir mis en place aucune action oui, c'est ça. Avoir mis en place aucune action ou séance d'éducation sexuelle. Tout d'un coup, ces chiffres me paraissent un peu bas. Je pense que c'est toujours le cas. Aujourd'hui, le planning familial joue souvent ce rôle pour l'éducation nationale de vecteur pour apporter une parole, pour apporter une écoute en termes d'éducation affective et sexuelle. Sauf que les dotations sont en baisse, qu'il y a beaucoup de demandes de la part des établissements. Caroline, est-ce que tu pourrais nous préciser les missions du planning et la manière dont les interventions se passent au sein des établissements? Je vais faire défiler. Ok. Déjà, je pense que le rapport de 2016 est toujours d'actualité. Tant qu'il n'y aura pas de rapport officiel du gouvernement, en fait, voilà, même s'il devra en avoir un à la fin de l'année, pour l'instant, ce sont les chiffres officiels. Donc voilà, c'est très bas. La circulaire, en fait, il y a la loi 2001 qui est importante. La loi 2001, elle est importante, mais la circulaire aujourd'hui en vigueur, elle date de 2018, de septembre 2018. Elle réaffirme en fait l'obligation des 3 séances, que vous soyez de la maternelle jusqu'à la terminale. La circulaire, ce qu'elle a changé en 2018, elle n'a plus mis le mot maternelle parce qu'il y avait trop de pression de la part des parents ou d'opposants, ce qu'on appelle les opposants à l'éducation à la sexualité. Donc, elle a mis ça sous le terme école élémentaire jusqu'à la terminale. Voilà ce que ça a changé. Mais on reste à peu près globalement sur une santé sexuelle globale, incluant le consentement, les violences, la contraception, l'avortement, le plaisir. Voilà, dans une approche genrée. Ça, c'est précisé aussi et ça n'a pas été enlevé. Sinon, de manière un peu historique, en fait, depuis 1973 et réaffirmé en 1998 et réaffirmé en 2001, donc vous voyez quand même, depuis 1973, on devrait avoir en dehors des séances d'éducation, enfin en dehors des cours de SVT, qui nous apprennent à nous reproduire, et pas comment on ne se reproduit pas, entre parenthèses, comment on devrait apprendre à vivre ensemble, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Donc ça fait partie des programmes de l'éducation nationale. Et donc c'est pour ça que là on parlait des réseaux sociaux, mais il y a eu via les réseaux sociaux le planning aussi à des campagnes. Donc je vous parlerai aussi tout à l'heure, mais celle-là c'est une qui date de 4 ans je crois, avec des questions. Là on est parti vraiment des questions d'élèves. Voilà, au collège. Vous voyez, l'éducation à la sexualité incite les jeunes à avoir des rapports sexuels très tôt. C'était quoi ce qu'on entend sur l'éducation à la sexualité. Et puis il y a aussi de ce qu'on entend de la part des parents. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les professionnels et il y a le planning ou d'autres associations qui font l'éducation à la sexualité, mais on oublie souvent de parler aux parents. Et c'est aussi super important. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'organise des cafés parents.
en parallèle qu'on voit leurs enfants en séance d'éducation à la sexualité. Et c'est des choses où, des fois, on a pu avoir 60 à 80 parents en soirée. Et ce qui était plutôt bien pour une soirée parents au collège. Mais parce que les parents ne sont pas formés à ça, qui sont très demandeurs aussi de savoir comment on parle tout simplement de ces questions-là à la maison. Et une mère, la petite anecdote, c'était qu'une mère disait moi, je laisse le pot de préservatif, j'en ai 21, dans la salle de bain et mon fils ne les prend pas. Et elle nous disait comment il faut faire pour qu'il les prenne. Au final, le problème, c'est que ça soit disponible et qu'elle les compte. Il devait le savoir, le fils, mais... Et au final, on est sur du contrôle. Et donc, c'est comment on parle des parents avec ça. Alors, c'est une bonne intention de laisser des préservatifs gratuitement dans la salle de bain pour son fils, mais peut-être qu'il faut le présenter autrement. Voilà. Et c'est des questions très pratico-pratiques comme ça pour les parents, qui sont aussi une source d'information importante aussi à la maison, parce qu'ils passent une partie de leur temps à l'école, sur les réseaux, mais aussi avec les parents. Voilà. J'en profite, je te pose une question parce que Diane, en plus, je te vois acquiescer. Qui devrait s'en occuper du coup? Il y a les associations, il y a les parents d'un côté. Est-ce qu'on peut demander aux enseignants? Est-ce qu'il faut d'autres intervenants spécifiquement formés? Qui pourra en parler? Tout le monde peut en parler, à partir du moment où on est à l'aise avec la question. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, un jeune qui vient vous voir et vous dites « Ouh là là, mais on ne parle pas de ces choses-là », de fait, on va voir que c'est un sujet tabou. Si vous êtes un adulte qui rencontre un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'on en parle à n'importe quel âge, et vous dites écoute, je suis un peu en difficulté avec cette question, mais c'est quelque chose de normal, on va aller ensemble poser cette question, ou tu peux aller là chercher la réponse sur tel site ou tel site. Là, tout de suite, on va pouvoir répondre à cette question, quelle que soit sa formation. Voilà, il suffit d'être à l'aise. Est-ce qu'il faut quand même une formation de base, une sensibilisation, surtout aujourd'hui, pour éviter d'avoir un discours genré, un discours hétéronormé? Est-ce que c'est quand même, est-ce qu'il faut quand même une base d'infos, une base de formation? Quand on travaille au planning, oui. Pour entrer dans l'éducation nationale, oui aussi, parce qu'il faut un agrément et ça fait tout un tas de papiers pour entrer dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner des informations, on va dire, fiables et objectives. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans l'abstinence. Voilà, tous les courants anti-choix avec lesquels on se bat aussi, des courants anti-choix et religieux aussi avec lesquels on se bat. Donc au final, c'est aussi pour contrebalancer une forme de garde-fou. Et en même temps, il y aurait effectivement des chaînes sur les réseaux ou des séries ou des films qui pourraient aussi tout à fait intervenir dans les établissements scolaires, voilà, qui aussi donneraient cette information. C'est pour ça que c'est important, quand on rentre dans l'éducation nationale, de pouvoir donner l'éventail de tout ce qui est possible, à part YouPorn et toutes ces choses-là qui sont très accessibles au final malgré tout. C'est pour ça que j'étais très surprise tout à l'heure quand tu disais que la chaîne YouTube est inaccessible aux moins de 18 ans. C'est parce qu'il y a énormément de choses qui sont aussi très accessibles aux moins de 18 ans et pornographiques, alors que la chaîne là est interdite. Voilà. Je te voyais acquiescer, donc ouais. acquiesçons. Et comment ça se passe du coup je passe à la prochaine. Comment ça se passe? Alors ça, c'est des campagnes, c'est ça? Tu peux même passer au dessin. Oui, ça c'est la campagne qu'on a en cours, c'est Mon Éduc-Sexe. Donc ça c'est sur le site du planning. Vous pouvez aussi aller voir. Il y a des outils pour travailler. C'est une campagne qui a été faite par des jeunes, voilà, plutôt moins de 25 ans. Et ça, c'est comment ça se passe en vrai. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler à partir de dessins. Et que le dessin, je pense que ça se parle à lui-même. C'est-à-dire que là, sur le dessin du bas, à droite, vous avez un utérus. Donc déjà, c'est comment on se représente le sexe masculin et féminin. Non, c'est pas un utérus, mais... Et on voit très bien que dans la majorité des cas, on est vraiment à 95%, on arrive plutôt bien à représenter un pénis. Ça, il n'y a pas de souci. Puis on va le détailler, prépuce, gland, etc., testicules, et même on peut rajouter des poils. Alors que ce qu'on appelle l'utérus, mais qui est en réalité une vulve, on les voit sans poils la plupart du temps, parce que c'est quand même mieux de ne pas avoir de poils.
Et puis sur ce dessin, je l'aime beaucoup ce dessin parce que tout y est presque, mais pas dans le bon ordre en fait. Donc Elles s'y sont mises à beaucoup, j'ai l'impression. Il y a pas mal de voilà. signature. Là, l'important c'était un groupe de filles qui s'étaient mis. Elles avaient vraiment tout mis. Il y a l'urine, les lèvres, l'anus qui se trouve plutôt en haut, mais on se demande pourquoi. Enfin voilà, le clitoris qui se... Non, parce qu'elles l'ont monté comme ça. En fait, au début, elles l'ont fait comme ça. Voilà. Elles l'ont mis comme ça, mais au final, la flèche, c'est Amanda qui l'a rajoutée en disant est-ce que ça ne serait pas dans l'autre sens, la flèche qui est à gauche. Voilà. Et je trouvais que c'était trop rigolo parce que ça montre aussi... Ça dépend de la position. Ça dépend comment on est. Et en fait, en consultation, parce que par ailleurs, on ne va pas que dans les établissements, mais en consultation, ce qui est intéressant, c'est quand on demande à des femmes, que ce soit mineures ou majeures, c'est à quel moment la première fois que vous avez regardé votre sexe dans un miroir. Ben, souvent, c'est mon partenaire qui regarde ou qui sait mieux que moi. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir présenter ça aussi en consultation. On fait toujours des consultations, nous, collectives, au planning. On n'a pas changé, en fait, des années 70, les groupes de parole et de soutien pour contrebalancer le pouvoir médical, parce qu'on n'aime pas trop le pouvoir médical. Et l'intérêt, c'est que quand on rentre après, à une ou à deux, si on ne se sent pas forcément bien d'y aller de voir toute seule la sage-femme ou le médecin, mais on peut y aller à deux et on peut regarder sa vulve et son col de l'utérus qui est très accessible si on sait le regarder. Voilà. Ça, c'est la fin de la campagne, c'est ça? Exactement, ça c'est la fin de la campagne et parce que en fait, on aborde le consentement aussi dans les séances d'éducation à la sexualité, mais aussi l'intérêt quand on parle ou qu'on a des outils pour travailler sur le consentement et les violences de manière générale, c'est que en tant qu'adulte, tout adulte, je ne parle pas que le planning, on devrait, et si on travaille avec des jeunes, on devrait être en mesure de pouvoir dépister des élèves qui subissent des violences ou qui en ont subi. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi. Ce n'est pas le but de l'éducation à la sexualité de dépister, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un regard qu'on a en tête et c'est pour ça qu'on forme aussi les professionnels là-dessus. C'est-à-dire qu'un élève ou une élève qui va changer totalement de comportement, qui ne parle pas ou qui parle trop, ou qui est totalement différente de d'habitude, on ne met pas 3 heures de colle. C'est pas ça le problème, c'est pas ça qui va régler le problème. C'est qu'on va discuter pour s'assurer que tout se passe bien dans sa vie intime, qu'il n'y a pas de violence sexuelle à la maison, et on dépiste énormément d'inceste et de violences sexuelles dans les établissements scolaires, que ce soit en maternelle, en collège ou en lycée. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que le planning était très souvent sollicité, mais après coup. Une fois que les violences sont constatées, malheureusement, c'est bien d'avoir une oreille, mais on n'a pas pris le problème à la racine. J'aimerais bien aller sur un volet un petit peu optimiste quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit dans les écoles primaires, collèges, lycées, universités, qui fonctionnent sur l'éducation à la sexualité, en termes de relais? On parlait tout à l'heure des établissements en Guyane, où ils ont mis des relais d'élèves, ils ont formé des élèves. Exactement. Ouais. En fait, par ailleurs, je travaille en Guyane aussi, au planning familial en Guyane. Et c'est vrai que la population, on est à 55% de moins de 25 ans, avec des professionnels qui viennent et repartent en métropole tous les 2 ans. Donc, il n'y a pas de quoi avoir une éducation à la sexualité, on va dire, de manière pérenne. Et l'idée, c'est qu'on a formé, en fait, il y a des jeunes à partir de la seconde. Dès que vous rentrez en seconde, vous êtes formés durant 4 jours sur l'éducation à la sexualité. Donc, c'est basé sur du bénévolat, bien sûr, c'est pas obligatoire. Mais du coup, par les jeunes, ils arrivent dans leur langage, dans leur langue, à pouvoir faire de l'éducation à la sexualité. Et une fois qu'ils sont formés, ils interviennent avec le planning. Et puis, ils peuvent aussi aller dans leur communauté, dans les territoires un peu plus isolés, proches du Suriname ou du Brésil, traduire,
transmettre comme ils veulent, parce que le but, c'est pas non plus de contrôler ce qu'ils disent, parce qu'au final, les messages se transmettent, se défont un peu, mais c'est pas ça le plus grave. L'intérêt, c'est de montrer qu'il y a des personnes de confiance qui peuvent consulter s'il y a besoin. On peut trouver des choses gratuitement. C'est vraiment d'informer sur les droits. Ça, c'est vraiment important. Parce que peut-être quand on est mineur, on oublie qu'on a des droits et les adultes oublient de nous dire qu'on a des droits, hein, au lieu d'obligations. Et c'est ça qui est important aussi de transmettre. Voilà, ces droits, qu'on a le droit d'avoir des choses gratuites quand on est mineur, même pas forcément mineur, mais aussi quand on n'a pas de papier. C'est ça qui est important de pouvoir transmettre dans ces territoires-là. Mais là, je parle de la Guyane, mais en métropole, c'est aussi ça peut être la même chose, bien que ça soit plus compliqué ici. Est-ce qu'on pourrait imaginer des référents, la création d'un statut de référent, je ne vais pas dire un poste parce que déjà qu'il n'y a pas d'argent dans l'éducation nationale, d'un statut de référent, mais alors qui pour l'occuper? Au niveau des académies et des rectorats, il y a des référents sur l'éducation à la sexualité, donc ça existe déjà. Je ne dis pas que c'est effectif, je dis que ça existe. Après, ce qui serait intéressant, c'est plutôt à l'échelle des établissements scolaires, que ce soit des référents, et pour l'instant, par défaut, c'est l'infirmière ou l'infirmier. Et ça, c'est un mauvais défaut, parce qu'au final, c'est les élèves qui trouvent le référent naturellement. Quand on interroge les élèves, ce qui est important quand on intervient dans je fais une petite digression, mais ce qui est important quand on intervient, c'est de s'assurer qu'il y aura des professionnels qui pourront faire le relais, parce que ce n'est pas en intervenant 1 à 2 fois par an que vous allez forcément changer le cours des choses dans l'établissement. Mais c'est demander aux élèves qui vous identifiez dans l'établissement de confiance, qui pourrait répondre à votre question ou vous rappeler le numéro, un numéro à faire, un site et tout ça. Souvent, ils identifient le prof de maths ou le prof de dessin ou le prof de sport. Ce qui, pourquoi pas. Ouais, les auxiliaires de vie scolaire. Et donc, c'est pas forcément... des fois, même un surveillant aussi ou une surveillante, parce que c'est plutôt... une bonne approche avec les élèves. Et donc, c'est important d'identifier avec eux la personne. Et après, nous, notre rôle, c'est d'avertir la personne qu'elle a été identifiée comme personne référente pour pas qu'elle soit trop sollicitée, ou du moins qu'elle se prépare à être sollicitée. Je vais passer parce que j'ai encore des questions assez intéressantes à vous poser et je vois que l'heure tourne un petit peu. Donc ça, c'est la fin de la campagne. Merci beaucoup, Caroline. J'aimerais bien parler d'une autre initiative, cette fois avec toi, Elvire. Alors, c'est pas chez nous, c'est en Suisse. Tu as travaillé sur une brochure illustrée avec l'Université de Genève. Je vais montrer, hop. Donc ça, c'est la première page, c'est ça ? Ok, je vais vous montrer, voilà, un petit exemple. Ça, c'est un exemple de ce qu'on pourrait mettre en place. Alors, dis-moi un peu comment ça a été justement mis en place, à destination de qui, qu'est-ce que ça explique ? Ça, en fait, c'est l'Université de Genève qui a un département sexe et genre qui, du coup, a un budget assez conséquent qui n'a rien à voir avec la France sur ces questions-là. Et d'ailleurs, s'il y a des professeurs ici qui ont besoin de ressources, ils ont une page incroyable avec 1000 ressources, 1000 brochures qui peuvent être justement utilisées lors des sessions d'éducation à la sexualité. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, donc, c'est l'Université de Genève qui m'a contactée pour écrire une brochure qui est donc illustrée par l'illustratrice qui a le compte Instagram Vulva Galerie et par ZEP. Donc c'est un petit mélange de générations. Et l'idée, c'était d'écrire une brochure d'éducation sexuelle qui explique, qui est pour le coup très biologique, donc qui a été écrite en fait avec beaucoup de médecins et de spécialistes de la sexualité, parce que moi, j'y connais rien. Et du coup, c'était assez intéressant parce que la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour écrire un manuel de... Alors là, j'ai décidé, moi, de le faire sous la forme d'une auto-exploration, donc de comment tu peux regarder ton sexe, etc. Et puis après, là, cet extrait, c'est comment ça se passe à l'intérieur. Mais l'idée, c'était d'essayer de rapprocher le plus possible les organes génitaux, de montrer en quoi, en fait... Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais en gros, de montrer en quoi le pénis, les organes intersexes et la vulve, en fait, sont
un seul et même organe qui ont juste poussé différemment et qui ont des propriétés différentes, mais qui en fait au final fonctionnent pareil, ça bande, ça mouille, etc. Et c'était assez intéressant parce que en fait, donc j'ai coécrit la brochure avec d'autres personnes et en fait, on s'est beaucoup posé la question et du ton et de comment faire pour éduquer à la sexualité différemment, sans injonction, etc. Donc en effet, c'était un travail hyper intéressant. Et la brochure sera disponible normalement dans un mois, je crois, gratuitement. Et eux, ce qu'ils font, c'est incroyable. En fait, je sais même pas comment ils financent ça, mais ils vont l'imprimer en 20 000 exemplaires. N'importe qui peut les commander. Enfin, c'est assez fantastique, je trouve, le travail qu'ils font. Et je pense qu'on pourrait s'inspirer de ça parce qu'en fait, en France, c'est ce que je te disais quand on préparait cette table ronde. En fait, moi, les personnes qui font partie d'équipes pédagogiques dans les collèges et les lycées et qui viennent me parler en message privé sur Instagram me disent qu'ils sont désemparés parce qu'en fait, ils n'ont pas d'outils. Et donc, on leur demande d'assurer des sessions d'éducation à la sexualité. Et par ailleurs, ils n'y connaissent rien. Donc, en fait, ils ne savent pas sur quoi se baser, etc. Donc, souvent, on nous demande est-ce qu'on peut utiliser vos épisodes ? Est-ce que j'envoie les sexy soucis ? Enfin, en fait, il y a vraiment ce truc-là de genre envoyer des ressources. Et c'est vrai qu'on a peu de ressources et que c'est bien beau, en fait, de forcer, de créer une loi qui demande à faire un programme si derrière, je veux dire, un prof d'histoire, il a un livre d'histoire, un manuel d'histoire à suivre avec un programme hyper détaillé, des cartes, des machins. Et en fait, j'ai l'impression qu'en France, on n'est pas du tout là. Donc, il y a une intention qui est là, mais il n'y a pas les outils qui sont à disposition des équipes pédagogiques pour qu'elles assurent ce travail-là. Ouais, et puis ça sort pas de nulle part, hein. Ça prend du temps, ça a pris 1 an, c'est ça Oui, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ouais. Donc c'est assez long, ce qui m'amène parfaitement à ma prochaine question pour Diane. J'ai quand même l'impression, en vous écoutant tous les trois, que de toute manière, c'est ce que tu viens de dire, l'application de la loi, elle ne sera pas suffisante en fait. Toi, tu me parlais il faut une obligation de transversalité de cet enseignement dans toutes les matières en fait. Ça ne peut pas se faire que en SVT, ça ne peut pas se faire que avec, même s'il y a les 3 heures par an d'éducation affective et sexuelle, il faut que ce soit un tout, un changement de prisme. Oui, je pense que si on veut... Il y a plein de choses qu'on peut faire à l'heure actuelle et je pense qu'il y a plein de choses qui se passeraient beaucoup mieux si on avait plus de temps et plus d'argent. C'est sûr, je veux dire sur le volet éducation à la vie affective et sexuelle, mais effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion de fond sur la mise en cohérence de ce qu'on enseigne dans ces temps-là et de ce qui se pratique dans le reste des autres matières. L'exemple que je donne, mais parce que moi j'ai fait une terminale L, ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant ça a changé, mais j'ai étudié que des auteurs hommes. Et donc si par exemple on vient nous faire une séance de 2 heures où on va décortiquer des stéréotypes sexistes, etc., et que par ailleurs on constate que les figures historiques qu'on nous enseigne ne sont que des hommes, que les auteurs qu'on nous enseigne ne sont que des hommes, etc., que par exemple même à un niveau même avant ça dans les manuels pour apprendre à faire de la lecture, que c'est que des familles hétérosexuelles, que c'est que maman reste à la maison pour faire des cookies pendant que papa va gagner de l'argent pour me payer un nouveau vélo. J'exagère, mais franchement à peine. Tant qu'on a ces trucs-là qui sont toujours omniprésents, on ne peut pas avoir de changement de paradigme, et un changement de paradigme qui ferait qu'en fait, on interagit sur un plan égalitaire, on relationne avec des personnes comme si c'était des individus entiers. Voilà, pour ça, on a besoin de quelque chose d'ambitieux. Et moi, je trouve très intéressant ce que tu disais, Caroline, par rapport au fait d'impliquer les parents, parce que je pense que vraiment, c'est un truc extrêmement essentiel. Et je pense que s'il y a une réaction aussi vive en dehors de la panique morale qu'il y a de manière générale quand on parle de sexualité ou de vie affective et sexuelle avec des mineurs, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu un vrai défaut de pédagogie et de transparence quant à la teneur des enseignements. Et je sais qu'il y a d'autres pays où, par exemple, il y a accessible en ligne, donc pour les parents ou pour n'importe qui, un programme très détaillé en fait des enseignements qui vont être dispensés sur ces questions d'éducation à la vie affective et sexuelle en fonction de l'âge, quel sujet on va aborder, comment, etc. Et ça, je pense que ça démystifie beaucoup, et je pense que ça a beaucoup manqué, et que c'est aussi pour ça qu'on est arrivé avec des gens qui étaient là, on va apprendre aux enfants de 2 ans à se masturber. Alors non, pas du tout, mais pour ça, il faut pouvoir
faut communiquer là-dessus, en fait, parce qu'effectivement, il y a plein de parents qui sont désemparés, qui eux, ont peut-être été élevés dans des contextes où on n'en parlait pas, ça ne se faisait pas et tout ça. Et du coup, je pense que c'est hyper important de les outiller pour que, à minima sur la posture, pas forcément sur les infos, parce que les infos, ça se trouve, mais à minima sur la posture, sur comment recevoir la parole, de les outiller et de les armer. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps par la créatrice du conte Orgasme et moi, qui a écrit un livre destiné aux parents pour l'éducation à la vie affective et sexuelle des enfants, avec différentes tranches d'âge et tout ça, et qui est vraiment très chouette. Et ça, je pense que c'est aussi ce genre d'initiative, et c'est aussi cette recherche de cohérence et d'implication de toutes les personnes autour des jeunes, qu'on peut arriver à quelque chose qui soit efficace et qui s'ancre chez les personnes. Est-ce que c'est corps, amour, sexualité ? Oui. Bon, mais voilà, c'est corps, amour, sexualité. J'aimerais poser une dernière question avant peut-être de prendre une ou deux questions de votre part. Alors, je suis désolée, on est un peu short sur le timing, mais comment on peut imaginer l'éducation à la sexualité, enfin la vie affective et sexuelle dans 10 ou 20 ans ? Quels outils on pourra... Ouais, non, mais je vois très très loin là. Est-ce que ça existera encore ? J'imagine que oui, on va quand même rester un peu optimiste, mais quels outils on va pouvoir utiliser ? Quel discours ? Première idée, Caroline ? Dans 10 ou 20 ans ? Ou plus ? Dans 10 ou 20 ans, vous avez dit quoi ? Ouais, donc plus besoin. Bon, dans l'hypothèse où on n'est pas tous morts. Où tout soit correctement à sa place et tout. Je pense qu'il faudrait que tout le monde puisse être à l'aise avec cette question. Une grosse réforme de l'éducation nationale avec un changement de ministre. Et parce que ça a été possible quand même à une autre époque. Ça va peut-être venir vite, ça, on ne sait pas. Voilà, c'est souhaitable, mais que ça redevienne vraiment quelque chose de tout à fait normal et non tabou, n'importe où, que ce soit à l'école, mais aussi au centre aéré. Enfin, il n'y a pas que l'école dans la vie aussi, hein, c'est-à-dire au centre aéré, en colo, en mission locale, voilà, un peu partout, que ça soit un sujet, voilà. Et surtout que tout le monde puisse être en mesure d'écouter. Peut-être c'est ça aussi qu'on disait tout à l'heure, avant, c'est que, imaginons dans 10 ou 20 ans, tout le monde soit en mesure d'écouter des choses sur la sexualité et aussi les violences. J'insiste beaucoup sur les violences parce que ça fait aussi partie, malheureusement, de la réalité. Mais c'est pas parce qu'on est en mesure d'écouter. Enfin, il faut être en mesure d'écouter et d'en faire quelque chose. Voilà, ça c'est aussi important et j'espère que dans 10-20 ans, on en sera là aussi. C'est-à-dire, écoute, c'est ne pas dire comme on entend, hein, ça c'est une réalité. Parfois, elle m'a dit des violences, mais comme c'est trop violent pour moi, je sais pas quoi en faire et je fais comme si ça n'existait plus. Alors là, vous êtes sûr que personne viendra vous... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je suis sûre que personne ne reviendra vous poser la question si jamais vous ne prenez pas en charge une parole, parce que toute parole est précieuse. Donc j'espère que ça pourrait être comme ça, dans 10 ou 20 ans. Elvire, Diane ? Moi, je suis hyper optimiste parce que dans 10 ans, donc les enfants qui sont en train d'être éduqués seront a priori les enfants de la génération post-MeToo. Donc en fait, je pense qu'on travaille quand même bien. Quand je dis je parle les contenus, les personnes qui créent du contenu d'éducation sexuelle, mais je parle aussi des assos féministes, je parle de celles qui organisent des formations, je parle de En Avant Toutes, de Nous Toutes. En fait, je parle de beaucoup de monde et je trouve qu'on travaille quand même très bien. Et que on en parlait avec certaines personnes avec qui j'étais à l'atelier avant. En fait, les personnes qui sont à la ramasse, là, c'est les personnes qui sont... En fait, c'est notre génération et c'est les générations d'après, enfin d'avant. Enfin bref, je sais pas comment on dit, mais bref, c'est nous les vieux. Mais en fait, les collégiennes et lycéennes, lycéens, collégiens, ils sont déjà dans un truc où je pense c'est beaucoup plus ancré parce qu'en fait, ils ont grandi avec des séries qui sont différentes, ils ont grandi avec des références qui sont différentes, ils ont été chercher leurs informations tout seuls. Et donc moi, je suis hyper confiante qu'en fait... c'est pas une question, c'est-à-dire c'est comme comment tu fais ton éducation tout court. En fait, tu l'as fait par plein de choses, à l'école, dans ta famille, dans ce que tu regardes, dans les discussions que tu as avec tes amis, etc. Et j'ose espérer qu'on est en train d'aller dans une direction
où ça y est, là, le train, il va là, et il y a certaines personnes qui l'ont peut-être un peu raté ou qui le rattrapent en route, mais en fait, il est parti. Enfin, on n'est pas freinable. Là, on est à un stade où on n'est plus freinable. Donc moi, je pense que dans 10 ans, la question, c'est comment ça va se passer dans les années qui viennent. C'est ça, en fait, c'est la période difficile. Mais moi, je suis persuadée que dans 10 ans, 20 ans, le problème, il est réglé. Ok. Alors, j'aurais dû te laisser terminer parce que moi je suis un peu plus précautionneuse sur mon optimisme. Il faut toujours une petite nuance. Moi je suis la personne qui casse l'ambiance. Non, alors j'aimerais penser ça. J'aimerais penser que dans 10 ans il y aura plus de patriarcat, plus de rapports de domination, plus de racisme, plus de validisme, plus d'agisme, plus de domination des adultes sur les enfants. Mais j'ai un doute. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot notamment sur l'accès à l'éducation et à la sexualité pour les personnes minoritaires en termes d'identité de genre, en termes de sexualité. Je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont géniales et qui, effectivement, depuis, on va dire, 2015, se multiplient et me donnent plein d'espoir, etc. Pour autant, il y a aussi toujours des personnes qui continuent à véhiculer, y compris dans l'éducation nationale, un discours très normatif, des discours et des représentations qui participent de la culture du viol. J'ai aussi l'impression qu'il y a des jeunes qui sont beaucoup plus informés, etc. Mais en fait, pas tous. En fait, je pense que les violences, la question des violences sexuelles résoudre la question des violences sexuelles, il ne s'agit pas juste de clarifier un malentendu, quoi. Il s'agit vraiment qu'à un moment, des personnes arrêtent de s'octroyer le droit sur d'autres. Et ça, je pense que des changements aussi profonds de société, alors je suis optimiste quand même, hein, mais je pense que ça prend des générations, en fait. Parce qu'il y a certaines des réflexions qu'on a aujourd'hui qu'on peut lire dans des livres féministes des années 70. Donc, les choses, elles évoluent, mais pas de manière linéaire, quoi. Ça fait il y a des mouvements, et puis il y a du ressac. Et puis, mais j'espère qu'on va dans le bon sens. Voilà. Ça reste quand même verre à moitié plein. Hein. Et merci beaucoup à tous et toutes d'avoir participé à cette table ronde. Merci à toutes les trois.